Ces podcasts ont été réalisés par les étudiants de l'ESJ Paris Grand Lille. Triptease, c'est le podcast de conseils voyage. Je suis Lolita et mon truc à moi, c'est le voyage. Dans ce podcast, j'ai décidé de t'aider à préparer ta valise pour que tu puisses partir serein à l'autre bout du monde. Chaque mois, je contacterai un de mes amis expatriés qui nous donnera des petites astuces pour survivre dans un pays étranger. En réalité, ce que je te propose, c'est un véritable guide du voyage audio. Alors, installe-toi confortablement et détends-toi. La préparation se déroulera sans turbulence. Allez, on y va ? Bienvenue pour ce 4e épisode de Triptease. Pour te rafraîchir la mémoire, je te rappelle qu'il y a un mois, nous avons découvert la Pologne grâce à Colline. Aujourd'hui, je t'emmène dans un pays qui fait 17 fois la superficie de la France. Autant te dire qu'un seul voyage ne te suffira pas pour découvrir tout ce que cette immensité a à t'offrir. Direction donc le 3e pays le plus peuplé du monde avec Claire, direction les États-Unis. Allez, je t'emmène flâner dans les rues de New York, jouer dans les casinos de Las Vegas, marcher au fond du Grand Canyon et parcourir la mythique route 66. Prépare-toi pour l'un des plus grands voyages de ta vie. Le premier conseil que je vais te donner pour partir aux États-Unis, c'est de bien te munir de l'ESTA avant ton départ, l'Electronic System for Travel Authorization. C'est un formulaire électronique à remplir sur Internet qui coûte $14, mais qui est indispensable pour avoir le droit d'entrer dans le pays pour tout séjour de moins de 90 jours. Attention, en revanche, de nombreux sites, malheureusement bien référencés, proposent de remplir ce formulaire. Mais il n'y a en réalité qu'un seul site officiel et c'est celui du gouvernement, ne te fais pas avoir. Cette autorisation, qui donne le droit d'entrer aux États-Unis, ne dispense pas du passeport. Au contraire, ils sont complémentaires. Pour Claire, qui est partie aux États-Unis, il n'y a qu'une réelle différence entre la France et les USA. Ça se ressemble fort, à part que tout est plus grand. C'est-à-dire, tout est plus grand. Les immeubles sont plus grands, les routes sont plus grandes, les voitures sont plus grandes, les gens sont plus gros. Enfin, des choses comme ça. Les portions de nourriture sont plus grosses. Tout est plus gros, mais sinon tout se ressemble quand même. Bon, tu te sentiras peut-être tout petit face à cette immensité. Mais une chose est sûre, c'est que les Français aux États-Unis sont très bien acceptés. Oui, c'est sûr qu'en tant que Français, on a toujours cette image de « Oh, I love your accent !» Parce que t'as un joli accent, soi-disant. Enfin, je sais pas si tu trouves l'accent français que je trouve absolument terrible. Mais bon, on accepte tout le monde avec son accent, on va dire. Et oui, t'as tout ce qui est l'aspect romantisme, French kiss, ou des choses comme ça. Donc oui, t'es bien accepté. Et même, je sais que par exemple, en tant qu'au pair, il y avait des choses, des dires qui sont... par exemple, que quand c'est une au pair latino, parce qu'il y a des au pairs du monde entier, donc si c'est une au pair qui vient d'Amérique latine, on va lui demander de faire plus de choses, ou on va pas forcément... Enfin, certaines familles vont pas considérer la personne de la même façon que quelqu'un d'Europe occidentale. Des repères bien différents. « 4500, c'est le nombre de kilomètres qui séparent la côte est de la côte ouest. Dans un pays aussi grand, il y a donc 4 fuseaux horaires différents. L'heure de l'Atlantique, l'heure de l'Est, l'heure du centre et l'heure des Rocheuses. Attention, lorsque tu te déplaces aux États-Unis, n'oublie pas de toujours bien vérifier l'heure locale pour ne pas être perdu lors de ton voyage et risquer de perdre un rendez-vous ou un transport. Claire, elle, lors de son voyage, a préféré la côte est, car c'est le côté où elle se sentait le plus comme à la maison.
Je pense le côté est, dans le sens où c'est là que j'y avais ma vie, que j'ai rencontré des personnes importantes pour moi et où j'ai eu mon quotidien. Après, le côté... même si j'étais quand je suis allée visiter les parcs nationaux, c'était à l'ouest forcément. Mais même à l'est, il y a plein d'endroits de nature très beaux. Moi, j'étais à peine 1 heure au-dessus de New York et tous les jours, j'allais faire mes joggings dans la forêt avec de beaux lacs. Enfin, on se retrouve vite dans la nature, même à l'est. Et aussi une diversité. Et aussi, moi, j'aime quand même bien l'hiver aussi. Donc, le fait d'avoir un été, un hiver, c'est bien. Pour voyager aux USA, il vaut mieux avoir 21 ans, pour une question de praticité. En effet, c'est un pays où on ne rigole pas avec les lois et la majorité est à 21 ans et non à 18 comme en France. Alors baladez-vous toujours bien avec votre carte d'identité car si vous semblez avoir moins de 21 ans, on pourrait parfois vous refuser l'accès à certains lieux. J'avais moins de 21 ans, ça veut dire que quand on a moins de 21 ans, non seulement on ne peut pas boire d'alcool, acheter de l'alcool, mais on ne peut même pas rentrer dans le bar. Donc c'est-à-dire que même si on a des amis qui ont plus de 21 ans qui consomment et nous à côté on prend un Virgin Mojito, non, c'est pas possible. On ne peut pas rentrer dans le bar, donc on doit faire la fête à la maison. Mais bon, après, il y a toujours moyen de se faire une fake ID, une fausse carte d'identité. C'est ce que font beaucoup de jeunes pour pouvoir entrer dans les boîtes de nuit et les bars à partir de 18 ans. Une immensité à couper le souffle. On parle de la France comme d'un pays aux 1000 richesses, car on peut aussi bien aller à la mer qu'à la montagne que dans les villes ou la campagne. Aux États-Unis, c'est la même chose, mais en 17 fois plus grand. Les USA pourraient être à eux seuls un continent, alors il y a de quoi voir et il y a de quoi faire. Alors, moi, j'ai été sur la côte Est. Donc, au niveau de la côte Est, on a New York City, où j'allais pas mal, juste les week-ends. Ensuite, quand on descend, on a Philadelphie, DC, où j'ai passé aussi un week-end dans chaque ville, dans chacune de ces villes. Après, j'ai eu une semaine de congé à un moment donné, donc je suis partie en road trip avec une amie en Floride, donc dans le sud-est, donc la pointe où il fait beau avant le reste pour un spring break ou des choses comme ça. Donc on a fait un road trip là-bas. Je suis partie aussi avec mes parents quand ils sont venus me visiter un peu plus de 10 jours en Louisiane. Et après, au niveau de mon dernier mois, quand j'étais aux États-Unis, je suis partie à l'ouest, donc San Francisco, les National Parks. Donc là, c'est très beau, c'est grandiose, c'est immense. L'immensité de Grand Canyon, de Bryce Canyon, c'est simplement fou et ça fait bien aussi d'être avec... Enfin, il y a cet aspect très nature, de se rendre compte face à se sentir tellement petit. 62, c'est le nombre de parcs nationaux qu'il y a aux États-Unis et ils font rêver. Des Everglades en Floride, au Bryce Canyon en Utah, en passant par le Yosemite en Californie ou le Yellowstone, tous ces lieux sont époustouflants. Et comme vous n'êtes pas les seuls à vous imaginer fouler ces sols mythiques, mieux vaut être prévoyant et réserver la visite en amont. Pour visiter ces parcs, il y a 2 solutions. Soit par toi-même, dans ce cas il faudra te munir du pass annuel America the Beautiful, qui te permettra d'accéder à plus de 2000 sites protégés par l'État fédéral, ou comme Claire, grâce à un organisme ou une association. Alors moi je suis partie dans un bus, mais pas un bus touristique dans le sens voyage organisé avec le petit drapeau qui nous suit. C'était plus un sens bus de hippie qui s'appelle Green Tortoise. N'hésitez pas à y aller, donc c'est vraiment génial. Donc c'est plus un bus voyage organisé où il y a beaucoup de solo travelers qui passent et des gens qui sont là. Alors il faut savoir qu'on aide à la préparation des repas, qu'on mange végétarien, en fait le bus, on dort en couchette, donc on est 20 et on dort sur un matelas géant dans le bus pendant que le bus roule pour aller d'un parc national à l'autre, ou quand on n'est pas quand on décide de passer plusieurs nuits dans le même parc, on dort soit à la Belle Étoile, soit si on a pris notre tente sous la tente. Et voilà. Et après, une fois qu'on est dans le parc, on fait... Enfin, il n'y a pas de guide. C'est vraiment... on fait comme on veut. On a une journée entière. Donc, ça veut dire qu'on peut faire des marches de 25 km dans la journée.
Donc c'est très agréable. Et puis c'est pas, ils nous emmènent pas juste pour qu'on prenne une photo et on y va. Donc ça c'est vraiment très sympa. Et du coup comme il y a des gens de plein de pays qui sont tous seuls, quelques-uns sont à deux, mais la plupart des voyageurs sont seuls. Donc ça permet vraiment de créer des liens avec certaines personnes. Et c'est très intéressant dans ce sens-là, je trouve. Qui n'a jamais rêvé d'aller en Amérique pour voir un match des Golden State Warriors, d'aller supporter les Dodgers de Los Angeles lors de leur partie de baseball ou de suivre un match de football américain? Claire revient pour nous sur leur passion pour le sport. Oui, toute la culture du sport qui est assez importante et qui est beaucoup plus diverse qu'en France aussi, parce qu'en France, on a le foot, et c'est à peu près tout, enfin, qui a on va dire, une renommée importante. Enfin, oui, on a de plus en plus le handball, le basket, surtout le hand parce que l'équipe de France est bonne, par exemple, mais ça reste assez limité, alors que là-bas, on a à la fois le baseball, le football américain, surtout quand même, qui sont importants. Par contre, le football, comme nous on l'entend, donc le soccer, qui s'appelle, c'est plus un sport réservé aux femmes, là-bas. L'équipe... Enfin, ça a pas c'est pas aussi médiatisé que le football américain. Par exemple, le football américain, il y a le Super Bowl, donc c'est une grande rencontre, un grand tournoi du coup des équipes de tout le pays. Et il y a aussi le Mad March, c'est-à-dire le Mars fou. Et en fait, c'est un peu comme c'est un tournoi, mais entre les équipes universitaires. Et en fait, il y a plein de paris qui sont faits. Et du coup, tout le monde parie sur Internet pour gagner un peu de sous ou en perd. Et donc voilà, c'est très suivi aussi. Le mythe du fast-food. Pour finir, un voyage n'est pas complet sans s'attaquer à la gastronomie du pays que l'on visite. Tu verras que chaque région des USA a une histoire culinaire différente à te présenter. Oublie le cliché des fast-food et de leurs burgers. Les États-Unis s'inspirent en réalité beaucoup des autres cultures pour manger. Alors, j'ai du mal à trouver vraiment une spécialité des États-Unis, parce que les États-Unis, en fait, c'est vraiment des anglo-saxons. En fait, ils prennent la nourriture de tous les pays, et il y a plein de nourriture de tous les pays. Donc, on mange très facilement italien, on mange facilement asiatique, japonais, français. Et donc, c'est vrai qu'ils ont plus, justement, la cuisine qu'ils prennent à d'autres pays. Et donc, la cuisine américaine, ce que j'appellerais cuisine américaine, donc c'est ce truc-là de roasted vegetables et avoir une petite viande à côté, tout ça, enfin, des trucs plutôt simples avec une petite sauce, tout ça. Mais après, qu'est-ce que j'aimais ? Ah, j'aimais bien le frozen yogurt, donc le yaourt glacé. C'est un peu comme un McFlurry, mais meilleur, je trouve, que le McFlurry. Où en fait, tu vas au... Enfin, maintenant, ça se fait aussi en France beaucoup, mais quand moi j'ai quitté la France, ça se faisait pas beaucoup. C'est où tu remplis ta glace du coup avec ce que tu veux et tu mets plein de toppings différents et tu le mets sur une balance et en fait tu le payes au poids. Et ça c'était bon. Mais plus que la nourriture, c'est leur rapport à l'alimentation qui a étonné Claire. Je dirais que leur rapport à la nourriture m'a beaucoup plus marqué que la nourriture en elle-même. Et aussi le rapport au repas que nous... en France, c'est quand même très sacralisé. Quand on est en famille, on mange le midi en famille, on mange le soir en famille. Alors que là, c'est bon, le lunch surtout. Le lunch, c'est bon, quand on a faim, on mange quelque chose. Donc le midi, c'est souvent plus léger que le soir. Donc on va manger un truc sur le pouce, un sandwich. Et il n'y a pas le truc du sucré-salé aussi. Nous, par exemple, le matin, on va manger sucré et le midi et le soir salé. Par exemple, c'est possible qu'ils prennent un peanut butter and jelly pour le sandwich du midi. Donc, un sandwich, ça peut paraître un peu dégoûtant quand on ne connaît pas. Mais du coup, avec du beurre de cacahuète d'un côté du sandwich et de la confiture de l'autre, et on les met ensemble. Et voilà. Et ça va être leur lunch avec un fruit ou quelque chose. Et donc, c'est vrai que tout le monde ne s'installe pas à table pour manger le lunch. C'est juste entre midi et 2, on va manger. J'espère que cet échange avec Claire t'a donné l'envie de prendre ton envol vers les États-Unis. Si tu décides de te planifier ce voyage, il y a encore 2 ou 3 petites choses que tu dois savoir.
Surtout, n'hésite pas à réserver ton billet d'avion longtemps à l'avance pour obtenir des tarifs préférentiels et payer ton billet moins cher. Le mieux, c'est de partir au minimum 1 mois pour avoir le temps de bien visiter et de pouvoir rester 2 ou 3 jours dans quelques villes. Allez, demain tu passes la porte du bureau et tu demandes 1 mois de congé sans solde. En attendant, je te laisse, j'ai une valise à terminer. On se retrouve dans 1 mois pour la préparation d'un nouveau voyage. Ciao ciao! Yeah.